On va redémarrer et nous entamons la dernière table ronde de notre journée marathon. Et je vais laisser la parole tout de suite à Anthony Torzek, qui est donc l'animateur de la table ronde pour ce sujet. Les partis politiques sont-ils coupables? Non, responsables? Oh là là, déjà j'ai dit le mot. Responsables ou victimes de la crise de confiance démocratique que nous vivons? Anthony Torzek, je suis journaliste à Médiacité à Nantes, Médiacité qui vous propose d'ailleurs pour les adhérents d'Anticor une petite solution de 3 jours gratuite. Donc n'hésitez pas à en profiter. Voilà, l'autopromo est terminée. Je serai accompagné, comme pour la première table ronde d'ailleurs, de Frappe, dessinateur de presse bien connu sur la place nantaise et ailleurs évidemment, qui sera là pour illustrer mes propos, et illustrateur de presse pour le quotidien Presse Océan, que nous saluons également. On n'a pas fini les pubs, parce que je crois que je vais continuer dans un instant. Autour de la table ronde pour évoquer ce thème des partis politiques victimes ou responsables de la crise démocratique, Isabelle Attard. Bonsoir, vous êtes ex-député écologiste, ancienne membre d'Europe Écologie Les Verts et Nouvelle Donne. Vous n'êtes plus encarté aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous allez peut-être en parler tout à l'heure, votre réflexion politique se poursuit avec cet ouvrage qui va sortir le 10 octobre prochain aux éditions du Seuil, « Comment je suis devenu anarchiste ». Les choses sont claires. Sur votre gauche, à côté de moi, sur ma droite, Nicolas Rousselier, vous êtes maître de conférence en histoire à Sciences Po Paris. Votre ouvrage a signalé le dernier, sorti en 2015, il me semble, chez Gallimard, l'exécutif en France du 19e au 21e siècle. Et puis, de l'autre côté de cette table ronde, Goulven Boudik, le local de l'étape, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Nantes. Vous collaborez notamment dans la revue Esprit, à quoi servent les partis politiques. Je veux vous signaler, il date un petit peu, mais je crois que c'est toujours d'actualité. Et puis vous collaborez également pour Presse Publique, une revue sur Nantes-Saint-Nazaire, bien connue également dans la région. Dans un premier temps, si vous le voulez bien, je vous propose qu'on passe un peu de temps sur les définitions. D'abord de la crise démocratique, ensuite des partis politiques. Ensuite, dans un deuxième temps, on fera le lien, justement, et on essaiera de répondre à la question, les partis politiques sont-ils victimes ou responsables de cette crise démocratique? Et puis nous terminerons dans un dernier temps, un troisième temps, sur les solutions. Y a-t-il des solutions à cette crise démocratique, pour terminer quand même sur des points un peu plus positifs et non noirs. Commençons, si vous le voulez bien, sur les définitions. Alors, moi, je crois que j'ai 48 ans, mais j'entends parler de crise démocratique depuis que je suis né, il me semble. Vous allez me dire si c'est le cas ou pas. Qu'est-ce qu'on entend d'abord par des faits, par un constat précis? Qu'est-ce qu'on entend par crise démocratique? Vous êtes Boudik, si vous voulez prendre la parole pour commencer? Juste avant d'essayer de répondre à ta question, on ne va pas faire semblant de ne pas se connaître. Je dois déclarer des conflits d'intérêts, donc je dois déclarer que j'ai déjeuné avec Anthony Torzek la semaine dernière pour préparer cette table ronde. Je dois déclarer que tu as payé d'ailleurs l'addition. Et j'ai dîné avec Eric Chalmel, le dessinateur, il n'y a pas très longtemps, donc j'espère qu'il sera gentil avec moi. Deuxième remarque par rapport... Vous êtes ancien de la radio chrétienne de la région, c'est juste. Deuxième remarque peut-être pour essayer de faire le lien avec la table ronde précédente. Il y a un nom qui n'a pas été prononcé tout à l'heure, celui de Jacques Servier l'a beaucoup pété. Il se trouve qu'au sein de l'entreprise Servier, il y a eu pendant très longtemps comme directeur des relations internationales, directeur des relations institutionnelles, c'est-à-dire en fait ceux qui gèrent le lobbying, Henri Nallet, qui a été le trésorier de la campagne présidentielle de François Mitterrand en 1988, qui a été trésorier du Parti Socialiste et qui a été salarié de Servier entre 1997 et 2008. Une simple recherche Google, vous trouverez les éléments, pour un salaire annuel de 812 000 €. Et qu'il est aujourd'hui, Henri Nallet, je ne cherche pas à faire du name dropping et à jeter des noms dans la fosse, mais les individus sont aussi, d'une certaine manière, porteurs de rôles sociaux et indicateurs de ce qui se joue dans nos sociétés contemporaines. Et qu'il est aujourd'hui président de la Fondation Jean Jaurès, depuis 2013. Voilà, c'est bon. Je comprends les colères de certains tout à l'heure. Alors, pour répondre, tenter de répondre en tout cas à cette question, il se trouve que moi, le titre même de la table ronde m'a rendu extrêmement perplexe. C'est un titre a priori classique, et en même temps chacun des termes est piégé. Il y en a deux en tout cas globalement qui sont piégés, celui de crise démocratique et puis le terme de parti.
Pourquoi? Parce qu'on est sur deux termes qui désignent comme des formes d'évidence entre nous, souvent. Oui, la démocratie va mal, etc. Oui, les partis, c'est pas bien, c'est mal, ils sont impopulaires, etc. Le problème, c'est que sur la notion de crise démocratique, on pourrait facilement dire, c'est pas une notion nouvelle. Elle existait dans les années 1930, Nicolas Rosselier est bien mieux placé que moi pour en parler. Elle existait dans les années 60, on commençait à faire des colloques. Elle existait dans les années 70, il y a un fameux rapport Crozier, Huntington, et puis j'oublie toujours le troisième, qui commençait à parler de la crise de gouvernementalité des démocraties. Enfin, elle sature malgré tout à la fois le débat public, mais parfois aussi le débat académique, sans qu'on sache très bien finalement de quoi on parle. Et ce que je note ici, dans un premier temps, c'est qu'on trouve autant quasiment de dénonciateurs ou de descriptions qui se voudraient objectives de la crise démocratique, qu'on peut trouver, même si elles sont peut-être moins audibles, des gens qui vous diront que finalement la démocratie ça marche super bien, et que nos démocraties elles fonctionnent, elles créent de la diversité, de la conflictualité, de la richesse, que la conversation démocratique elle s'est étendue et que c'est plutôt un bien, y compris, on y reviendra peut-être à travers les réseaux sociaux, que finalement la focalisation sur l'abstention n'est pas nécessairement le seul signe souvent avancé du... Et même quand les gens s'abstiennent, on peut tout à fait défendre l'idée, alors c'est une hypothèse qui avait été avancée d'ailleurs par certains acteurs politiques, exemple le quinquennat, le référendum sur le quinquennat, un certain nombre d'entre vous vous rappelez peut-être, on nous avait appelé donc à trancher sur cette question de savoir s'il fallait maintenir le septennat ou passer au quinquennat. C'était un référendum auquel un Français sur deux avait participé. À l'époque, c'était perçu comme pour certains comme un scandale et le révélateur d'une crise démocratique. Pour d'autres, c'était une façon de dire, finalement, les Français se mobilisent quand il y a un enjeu. Là, il n'y avait pas d'enjeu, tout le monde était d'accord. La victoire du oui était semble-t-il acquise, etc. Personne n'a ressenti le besoin de se mobiliser, d'entrer dans une forme de guerre civile, les oui contre les non contre les oui, etc. Donc, moi, je me méfie parce que, d'une certaine manière, dire nous sommes en crise démocratique ou tenir l'autre discours, ce sont deux discours qui peuvent s'alimenter tout aussi bien l'un et l'autre à une évocation presque accumulative, sous la forme d'un catalogue de faits qui viendront à l'appui de l'une ou de l'autre thèse sans qu'on puisse en définitive trancher. Et je me demande dans quelle mesure on n'est pas ici finalement dans ce qui commence à devenir un jugement de valeur plus que comme une description objective. Sur la question des partis, c'est un peu la même chose. Alors, notre travail, d'une certaine manière à nous, c'est aussi de travailler sur les mots. Sur des mots qui sont souvent des grands mots, des mots que tout le monde utilise dans la conversation courante, et nous aussi d'ailleurs, nous les utilisons. Simplement, de temps en temps, nous, on se dit, finalement, derrière ce mot-là, est-ce que tout le monde dit la même chose? C'est le travail qu'a fait Nicolas Rosselier sur la question de la République. Tout le monde dit la République, mais en fait, quand on creuse un peu, il n'y a pas une République, il y en a plusieurs. Et donc, quel type de modèle républicain, à l'intérieur de cette histoire de la République, on invoque quand on en parle? Et évidemment, c'est jamais très bien dans une conversation à deux ou à trois de dire qu'on ne pense pas la même chose et que voilà, on lève les malentendus, et lever les malentendus, c'est toujours prendre le risque d'un conflit. Les partis, nous, il se trouve qu'en sciences politiques, les partis, ça n'existe pas en tant que tel, de certaine manière. Il y a une histoire d'une forme moderne qui naît, notamment avec le suffrage universel et la volonté d'encadrer, la nécessité d'encadrer la prise des suffrages. Cela dit, après, les formes de partis elles-mêmes, elles sont multiples, elles sont diverses. Depuis l'ouvrage pionnier de Maurice Duverger dans les années 50 qui nous explique qu'il y a les partis de militants, les partis de cadres, et puis après on a compliqué encore la typologie, etc. etc. Jusqu'à finalement concevoir éventuellement que rien de nouveau puisse, presque pas, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est l'idée finalement que cette forme, nous pouvons l'utiliser en permanence en la désignant par un qualificatif ou par une qualité et qui ne sera qu'une évolution, une énième évolution de cette forme. Et donc, fin des partis, crise des partis, partis victimes, etc. De quel parti parle-t-on? Je pense que c'est des choses sur lesquelles on doit s'entendre avant que de mener des discussions plus approfondies, et je me tais parce que j'ai déjà été trop long. Isabelle Attard, crise démocratique, alors Goulven Boudik nous dit il faudrait se mettre d'accord déjà si effectivement nous sommes dans une crise ou pas, on entend parler depuis des années. Vous avez déjà peut-être déjà statué sur la question? Je pense avoir effectivement une petite idée, mais qui est très personnelle. Je pense que dans cette salle, il y a des gens probablement qui appartiennent à des partis ou pas. Ceux qui appartiennent à des partis sont peut-être dans des partis différents, donc ça sera très intéressant d'avoir un débat là-dessus.
On parle de crise démocratique, moi je vais mettre un peu les pieds dans le plat, je vais même vous demander si la définition même de la démocratie est bien comprise dans son sens premier. Juste pour revenir sur un petit indicateur, parce que je pense que c'est important. La démocratie au moment de la Révolution française, c'est très mal vu, c'est pas bien du tout. Que ce soit la BCIS qui en 1789, en septembre 89, déclare que... Alors j'ai noté sa phrase parce que quand même ça fait partie des personnes sur lesquelles on se base en fait pour dire que nous sommes en démocratie, et c'est bien problématique puisqu'il dit les citoyens n'ont pas de volonté particulière à imposer. C'est déjà bien tranché hein, quand même comme avis. Le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Et John Adams, qui est le deuxième président des États-Unis, au moment de la Révolution américaine, hein, on parle beaucoup de l'indépendance des États-Unis, mais la démocratie est un mot extrêmement péjoratif, c'est synonyme de chaos, c'est synonyme de pouvoir des citoyens. Vous vous rendez compte, les riches et les pauvres pourraient voter à égalité, mon Dieu, quelle horreur. C'est exactement ça. Et la démocratie, finalement, telle qu'elle est perçue à ce moment-là, c'est le mal. Aujourd'hui, on dit la même chose de l'anarchie, c'est-à-dire d'une démocratie directe où on pourrait avoir des gens de tout niveau, de tout milieu, de tous les sexes qui votent ou qui décident à égalité dans une assemblée qui prendrait des décisions politiques pour l'intérêt général. On voit les mêmes attributs, on voit les mêmes adjectifs, on voit le même vocabulaire appliqué à l'anarchie que l'on voyait appliqué à la démocratie, finalement, jusqu'au début du 19e siècle. Il faut attendre 1830, 1840, et je terminerai par là, pour cette petite minute historique. En 1830-1840, on voit finalement les partis politiques, les hommes politiques, récupérer le mot de démocrate pour en faire un savant slogan publicitaire. Ça fait bien. À partir de ce moment-là, ça commence à faire bien. Les premiers hommes aux États-Unis qui se déclarent démocrates, en France c'est la même chose. Et du coup, dévoie finalement toute la signification première, puisque nous sommes, que ce soit en France ou aux États-Unis, dans une démocratie représentative, celle qu'avait souhaité la BCS, et celle dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc c'est vraiment extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, on parle de crise démocratique, mais a-t-on un jour vécu dans une démocratie telle qu'on l'entendait avant la Révolution française? Dans notre pays, non. Nous sommes dans une forme de gouvernement, nous sommes dans une démocratie représentative, donc ce n'est pas la même chose, de façon à ce qu'une élite, qui n'est pas une élite de la noblesse, qui n'est pas une élite aristocratique, mais une élite tout de même, avec le mot élu, hein, élu de Dieu, etc. Je suis assez bien placée pour vous dire que lorsqu'on est élu, on n'est plus perçu de la même façon par les gens qui nous entourent, et on ne se perçoit pas de la même façon non plus, hein, c'est très réciproque tout ça. En tout cas, le rapport entre partis politiques, élus, citoyens, il a beaucoup évolué et les mots ont leur importance. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour le moment. Nicolas Rousselier, est-ce qu'il y a une définition de cette crise démocratique? Est-ce qu'on peut partir de faits précis pour dire oui, nous sommes actuellement en 2019 avec une crise démocratique en France ou non? Écoutez, commençons par des choses simples. Il y a une crise évidente, spectaculaire des partis politiques au sens traditionnel. Vous connaissez tous les chiffres. On va être pudique, on ne va pas les rappeler pour ceux qui ont des sympathies pour ces partis. Le chiffre obtenu par le candidat socialiste aux dernières élections présidentielles ou le chiffre obtenu par le parti Les Républicains aux dernières élections européennes. Il y a donc un effondrement des partis politiques et je veux dire, je pense qu'il faut surtout pas sous-estimer le caractère extrêmement nouveau, extrêmement radical des transformations actuelles. Il y a une génération, peut-être la nôtre, qui a connu l'effondrement du mur de Berlin. Et là, on connaît l'effondrement des murs qui entouraient les partis politiques de gouvernement. Donc on a un phénomène extrêmement spectaculaire. Il y a donc une crise des partis politiques. Est-ce que cette crise des partis politiques s'accompagne, par exemple, d'une désertification de la vie politique, de l'activité politique?
Eh bien, la réponse est non, puisque on a, en même temps que le spectaculaire effondrement des partis, on a aussi des phénomènes tout aussi spectaculaires dans des formes de mobilisation qui ont un succès phénoménal à partir, non pas de partis, à la limite, à partir même pas d'organisations, mais de phénomènes qui peuvent être un phénomène inouï de succès de communication autour d'une jeune fille suédoise qui, je crois d'ailleurs, d'après ce que j'ai pu lire, est entourée juste de quelques communicants et qui réussit, bien sûr, c'est un phénomène qu'elle incarne et qu'elle n'a pas créé, mais elle réussit à mobiliser des manifestations de rue extrêmement spectaculaires. Oui à la crise des partis, non à la crise de la vie politique. Au contraire, on pourrait presque dire par boutade, la vie politique actuelle n'a jamais été aussi riche depuis qu'il y a une crise des partis, par certains aspects. Donc on ne peut pas faire de lien logique entre crise des partis et crise de la démocratie. Je dirais au contraire, la crise actuelle des partis, le fait qu'on soit orphelin des vecteurs traditionnels dans lesquels certains d'entre nous étaient de la vie politique, donc la crise des partis est une opportunité, et même d'ailleurs une injonction à repenser la démocratie sous des formes nouvelles. Alors la forme nouvelle de la démocratie, c'est ce que vous soutenez, la démocratie directe, ce sont les lanceurs d'alerte, donc ces anticorps, ce sont ces manifestations, ces flash mobs, c'est tous ces phénomènes. On est effectivement dans une transition spectaculaire. Moi, je dis souvent à des amis ou à mon entourage que même dans ma vie d'individu, de citoyen, j'ai jamais connu, et de citoyen, de chercheur, j'ai jamais connu une période aussi fascinante, aussi passionnante. Donc, c'est pas un constat négatif, c'est pas un constat négatif. Et je suis d'accord avec Madame Attard, c'est vrai que de toute façon, la démocratie, ce serait le comble si la démocratie était stable et tranquille. Je veux dire, la démocratie, à l'origine, c'est le risque inouï de faire tomber le pouvoir dans l'arène. C'est-à-dire que le pouvoir soit à la merci d'une discussion politique. Autrefois, regardons Boris Johnson en Angleterre, c'est que le pouvoir peut être à la merci d'un vote de défiance. On ne sait pas si Boris va partir ou pas, mais enfin, ça pourrait être une crise ministérielle à l'ancienne. Nous, on avait ça sous la 3e et la 4e République. Bon, donc, la démocratie, ça s'est défini de toute façon par l'obligation faite au pouvoir d'être sur un siège éjectable, au sens littéral du terme. Quand on pense aux crises ministérielles, on regarde l'Italie en ce moment. Bon. Donc, que la démocratie soit en fait une sorte de crise ou de mise en scène de crise, ce n'est pas étonnant. La bonne démocratie, c'est celle qui sait naviguer de crise en crise, en plus ou moins enrichissant, à les surmonter. Pas de crise donc de l'intérêt politique, une crise des partis, sans faire de leçons d'histoire, mais est-ce qu'elle est inédite, cette crise des partis politiques, dans l'histoire, justement? Alors oui, si on fait un peu le cours d'histoire, il y a eu un peu un tsunami des partis politiques à la naissance de la Ve République. C'est intéressant parce qu'en fait, la période que nous vivons depuis l'élection d'Emmanuel Macron, c'est quelque chose comme, je ne sais pas, une sorte de remise à plat de la Ve République. Alors pour certains, ça peut être une façon de relancer la Ve République de manière positive. Pour d'autres, ça peut être la crise finale de la Ve République. Mais enfin, en tout cas, il y a eu effectivement un balayage. Il y a eu des battues célèbres, par exemple François Mitterrand, en 1958. Ceci dit, quand on compare tsunami à tsunami, on se rend compte que celui de 2017, 2018, 2019 est beaucoup plus important, en termes de chiffres, c'est-à-dire en termes d'écroulement des partis. Donc toutes les comparaisons, alors si on prend l'exemple du PS, toutes les comparaisons qu'on peut faire, si vous voulez, avec les montagnes russes, sans faire de mauvais jeu de mots avec le bolchevisme, mais si vous voulez, les montagnes russes du PS, je parle du PS d'Épinay, de 71 à nos jours, il y a eu des montagnes russes. Il y a eu des moments très difficiles au début des années 90. Ça a pété au visage de Michel Rocard à ce moment-là. Mais là, c'est pas les montagnes russes. C'est pas juste un haut, un up and down. C'est vraiment, semble-t-il, moi je pense, la disparition. Il y a des partis qui vont mal. Il y a des partis qui disparaissent. Le rôle que jouaient ces partis dans notre histoire contemporaine sous la Ve République était tellement important. Depuis la première élection du président de la République au suffrage universel direct, c'est Mitterrand ou De Gaulle.
Ensuite, ça aurait été les héritiers de De Gaulle très largement, et Mitterrand, voilà, jusqu'à ce qu'il soit élu, puis les héritiers de Mitterrand. Et on est encore finalement dans cet imaginaire-là. Que ces deux partis-là s'effondrent tour à tour, ou presque simultanément, dans un laps de temps en effet très, très réduit, nous laisse penser que oui, nous sommes dans le registre de la crise, et en même temps, cette crise, elle a quand même été aussi préparée, anticipée. Il y a des forces politiques nouvelles émergentes. Dans les années 70, l'écologie politique commence à se structurer, même s'il faut attendre qu'elle se développe dans les années 80 de manière organisationnelle, fin des années 80 de manière électorale, etc. Qu'il y a en France aussi tout un ensemble de verrous à l'époque qui existent à l'émergence de ces nouvelles formes politiques, que ce soit le mode de scrutin ou l'absence d'accès à un financement public. Ça a bougé, ça a turbulé déjà. L'arrivée du Front National en politique, quoi qu'on en pense, dans les années 80, constitue également un facteur de transformation de l'offre politique. Donc il faut quand même se méfier de l'idée que, parce que les deux grands partis s'effondrent, les partis s'effondrent. Non, il y a aussi la France Insoumise qui est apparue, la République En Marche. Alors, on peut y revenir d'ailleurs. Est-ce que c'est ou non un parti? Est-ce que ça renvoie à des formes d'action qui finalement ne sont peut-être pas aussi proches de celles qu'évoquait Nicolas Rousselier, c'est-à-dire très personnalisées, très médiatisées, avec des équipes de communicants, etc. Est-ce que les difficultés qu'a ce parti aujourd'hui au pouvoir à se structurer et donc à se penser lui-même comme parti, est-ce que ça ne nous inciterait pas à conclure de manière provisoire que ces nouvelles machines de guerre qu'on voit apparaître ne visent que la conquête du pouvoir, mais n'ont finalement plus aucune utilité dans le moment de son exercice? Parce que la République En Marche aujourd'hui ne sert pas à grand-chose en tant que parti dans sa relation à un exécutif qui finalement concentre. C'est vrai que c'est là l'un des enjeux aussi de la période. Mais moi je me méfie de la focalisation sur ces deux partis qui d'une part en plus les uns et pour les autres connu des crises dans le passé. Moi j'insisterai quand même sur l'idée que la grille de lecture de l'effondrement, la grille de lecture de la rupture est une grille de lecture évidemment disponible, et comme je le disais tout à l'heure, les uns les autres, on pourra tous trouver des faits venant alimenter cet imaginaire. Mais on peut tout aussi bien alimenter l'imaginaire d'une certaine forme de continuité, d'une certaine forme de logique d'ajustement plus que de rupture. Moi, il y a une chose qui m'interroge énormément, c'est une très très grande stabilité, finalement, dans l'image que l'on se fait d'un parti politique, et particulièrement dans l'image du leader suprême. Je le mets au masculin, parce qu'en général, c'est plutôt ça. Je vois pas de différence fondamentale aujourd'hui, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Un parti politique dans l'imaginaire, c'est un homme charismatique, élu depuis 20 ans, 30 ans, un loup de la politique. Ça vous rappelle peut-être certaines phrases entendues hier. Je me demande si, dans l'espoir, dans l'idée de crise démocratique, dans le souhait de nouveauté ou de renversement ou de renouvellement, il n'y a pas, quand même, pour beaucoup de Français aujourd'hui, je vais me contenter de parler des partis, on va pas non plus extrapoler sur le reste du monde, on y viendra après, mais s'il n'y a pas tout de même un souhait de retrouver une partie de pouvoir démocratique, de pouvoir d'agir, d'action et de décision, qui ferait qu'on donnerait un coup de pied dans la fourmilière, qu'on donnerait enfin un coup de pied dans ce vieux modèle qui est le modèle du parti politique avec un organigramme assez vertical, quoi qu'on en dise. C'est-à-dire que là, on abordait tout à l'heure la République En Marche ou la France Insoumise, certes qui se sont définis comme des mouvements et non des partis, mais plus dans un effet de com et de nouveauté que finalement pour de vraies raisons, à mon sens, c'est un avis très personnel, mais Nouvelle Donne avait expérimenté, Eric ne pourra pas me contredire, une forme comme ça, finalement, de volonté d'horizontalité, un souhait, pouvoir adhérer peut-être par un clic, qui n'a pas essayé de voir si on ne pouvait pas faire adhérer son chien, c'était possible, pendant un moment à la République En Marche, on pouvait effectivement mettre le nom Adolf Hitler et il n'y avait pas de modérateur pour vérifier si l'adhésion était valable ou pas. Sous couvert d'horizontalité, de dialogue entre adhérents, responsables, etc., on s'aperçoit que c'est une façade. Ça a été un très très bon moyen de faire adhérer, un très très bon moyen de faire voter. Et puis, pchit, aujourd'hui, on entend, par exemple,
exemple, c'est pas moi qui raconte, mais des adhérents de la France Insoumise dans la région parisienne, à Bagnolet, qui se plaignent finalement qu'on leur impose une candidate pour les municipales et qui se plaignent finalement du peu d'écoute que le simple adhérent de base va avoir vis-à-vis de l'institution, etc., et des responsables politiques plus haut gradés. Donc finalement, on est confronté, je pense, à une grande volonté quand même de participer, de mettre la main à la pâte dans la fabrique, pas forcément de la loi, ou de la fabrique des décisions politiques, au moins à l'échelon local. Et puis un verrouillage des partis politiques, parce qu'il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, pas trop tourner autour du pot non plus. Un parti politique, c'est une organisation, et pour le moment, les exemples que nous avons sous les yeux, c'est quand même souvent une décision, un bureau parisien qui choisit ses candidats à une élection. Je parle en tant qu'ex-ELV et ex-Nouvelle-Donne. Ça n'a pas marché, j'ai été déçue de ELV, donc tenté l'aventure Nouvelle-Donne en me disant... Si ça rate, je n'adhérerai plus jamais à aucun parti. Mais pourquoi la création se passe toujours de la même façon, c'est-à-dire des groupes locaux, on vous a parlé de France Insoumise, mais c'est le cas d'En Marche aussi, des groupes locaux organisés un peu partout, on réfléchit ensemble, on invente, on rêve ensemble d'un pouvoir qui pourrait être mis en place, et puis finalement, quelques mois, voire quelques années après, on revient dans l'ancien monde. Qu'est-ce qui fait que ça... Je vais juste finir par une petite phrase... de John Dalberg Acton du 19e siècle qui disait le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument, et les grands hommes sont presque toujours des hommes mauvais. Le pouvoir corrompt, c'est pas à vous que je vais quand même expliquer ce qui se passe quand on cumule des mandats dans le temps, à l'instant T, quand on se fait réélire par clientélisme, quand on se fait réélire parce qu'on a fait suffisamment de cadeaux à droite, à gauche, aux uns, aux autres, qu'on a donné un poste au fils de machin ou une place en maison de retraite pour la fille de Madame Trucmuche, c'est comme ça que ça marche. Et c'est malheureusement beaucoup de corruption. Et je pense qu'on n'est malheureusement toujours pas sorti de ce modèle, alors que des garde-fous tels qu'appliqués dans certains pays scandinaves, on parle souvent du modèle démocratique des pays d'Europe du Nord, ont un contrôle beaucoup plus sérieux des finances des partis politiques ou des élus, ont un contrôle au niveau de la limitation des mandats, etc. Et je pense que nous, chez nous, on en reste finalement à vénérer comme je parlais du leader suprême, ah, c'est chouette, mon maire, ça fait 30 ans qu'il est élu. Moi, je trouve pas ça chouette quand on me dit mon maire, ça fait 30 ans qu'il est élu. Parce que j'estime que dans une vraie démocratie, on partage le pouvoir et ça tourne. Voilà. Nicolas Rousselier et Goulven Boudic. Toujours sur cette question, pourquoi on n'arrive pas de cette démocratie participative de groupes locaux à organiser quelque chose de plus participatif, justement, que ça devient tout de suite un parti politique? Oui, je voudrais dire quand même des choses, essayant de prendre des points un peu objectifs. Les partis politiques traditionnels, je dirais, c'est quand même ces deux choses qu'on a tous connues. C'est un modèle d'organisation et c'est une doctrine. Ces deux choses, nous les avons plus, en tout cas plus du tout de la même façon, dans les mouvements actuels. Le modèle d'organisation, quand on se réfère l'histoire du Parti communiste, l'histoire du Parti socialiste avant le PS de 71, donc la longue histoire de la SFIO qui est née en 1905. Un parti politique, c'est une véritable machine qui réunit un congrès chaque année à partir de fédérations qui elles-mêmes ont des congrès départementaux. C'est un ensemble de ce qu'on pourrait appeler un travail politique, un travail d'organisation. Ça prend énormément de temps. Et là, ce que nous avons aujourd'hui avec les mouvements, il ne faut pas se tromper, c'est qu'il y a des phénomènes absolument nouveaux dans la capacité à mobiliser, alors à mobiliser de manière peut-être éphémère, par un clic, par une flash mob, par une manifestation. En tout cas, ce qu'on pourrait appeler l'économie politique de la politique est en train de totalement changer. Donc, on ne voit plus du tout ce spectacle du travail fait par un parti. Et du coup, ça rejaillit aussi sur la doctrine. Un parti politique au sens traditionnel, c'est une doctrine.
il y a un texte doctrinal, c'est ce qu'on appelait autrefois la profession de foi, ce qui indiquait bien la relation avec un catéchisme politique. Et cette doctrine, elle était défendue, elle était le fruit d'un très long travail à l'intérieur du parti politique. Elle avait comme conséquence de créer une identité partisane. Là, on n'est plus du tout là-dedans. L'identité partisane de la République en marche, elle est par définition, je dirais, si on veut être gentil, on va dire inclusive, et si on veut être méchant, on va dire qu'elle est acrobatique, puisqu'elle est dans le « en même temps ». Donc je veux dire, à l'origine même de la République en marche, il y a eu une sorte de volonté de ne pas être dans une doctrine. Sinon, on ne dit pas en même temps. Sinon, on ne dit pas qu'on peut faire en même temps de la droite et en même temps de la gauche. Alors, par contre, un point qui, dans le cas de la Ve République française, ce qui nous différencie énormément de la crise des partis en Italie, ce qui nous différencie de la crise anglaise, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la Ve République, nous avons un verrou, nous avons quelque chose qui maintient la fonction de ce qu'a toujours été le parti majoritaire traditionnel, c'est-à-dire d'assurer à l'exécutif une majorité comptable assurée quasiment d'avance à l'Assemblée nationale, ce qu'on appelle le fait majoritaire. Pour parler plus simplement en cette fin de samedi après-midi, c'est le parti Godillot, et cette fonction-là, elle est toujours extrêmement solide. La République en marche n'est pas un parti, c'est un mouvement, c'est gazeux. Gazeux, c'est le terme que Mélenchon avait utilisé pour son propre mouvement, mais on peut tout à fait l'utiliser pour la République en marche, sauf que dans la fonction d'auxiliaire de l'exécutif, d'assurance vie du gouvernement, la République en marche fonctionne, même presque de manière caricaturale, comme un parti majoritaire de la Ve République. Donc ça, c'est la spécificité française. Faut-il s'en réjouir? Oui, pourquoi pas? Moi, je ne suis pas spécialement partisan de la Ve République, pour vous dire les choses. Mais si on analyse de manière froide, il n'est pas impossible de considérer que la force de gouverner, je fais de la pub pour mon livre, la force de gouverner qui se caractérise notamment par le fait que le Parlement est devenu l'auxiliaire de l'exécutif, maintient une stabilité en France. Les Gilets jaunes n'ont pas eu comme conséquence une crise constitutionnelle. C'était une crise politique, mais pas une crise de la Ve République. Pourquoi? Parce qu'on a ces verrous de force entre l'exécutif, une Assemblée nationale, un groupe majoritaire aux ordres de l'exécutif. On aime ou qu'on n'aime pas, ça continue de marcher. Alors qu'en Italie, c'est le désordre. Et en Angleterre, aux surprises, l'Angleterre qui avait inventé le parti discipliné, c'est en Angleterre que la discipline de groupe parlementaire au XIXe siècle est apparue, derrière des leaders, justement, comme Gladstone ou Disraeli, à la fin du XIXe siècle. Et aux surprises, l'Angleterre, si vous voulez, qui a inventé le principe majoritaire, et la discipline est en train de l'abandonner, puisque ça part un peu aussi à volo. La discipline de vote à l'Assemblée nationale, oui? Non, vous voulez? Non, allez-y. Moi, c'était un petit peu personnalisé comme question. Alors. Quand même. Non, parce que tout à l'heure, dans le débat précédent, il y avait des interventions très importantes pour savoir où se situe finalement la prise de décision. Quelqu'un disait, c'est dans les ministères que les lobbies font le travail, et même en amont, des projets de loi qui émanent donc du gouvernement, à la différence des propositions de loi qui émanent de l'Assemblée ou du Sénat. Le souci, c'est que comment croire encore dans le fonctionnement, dans l'utilité des partis politiques et de ce qui en découle, c'est-à-dire d'élus. Non, parce que vous n'avez pas beaucoup de partis politiques qui n'ont pas d'élus, à part ceux du NPA ou quelques autres partis, mais quand même, on va dire que la finalité de l'existence d'un parti politique, c'est d'avoir des élus qui, avec les élections législatives, vont dégager de l'argent pour le financement du parti politique. Il ne faut surtout pas oublier l'aspect comment on obtient de l'argent pour fonctionner en tant que parti. C'est en se présentant aux élections législatives. Bon. À l'Assemblée, c'est bien sympa d'affirmer ses positions, de se battre pour les chercheurs ou de se battre pour telle et telle valeur ou de sujets pour lesquels on se sent impliqué. Mais si vous êtes seul, vous êtes bien minoritaire. On vous le fait bien savoir aussi.
Et de toute façon, le système des députés Godillot, qui n'a jamais cessé de fonctionner et qui fonctionne encore plus aujourd'hui, alors que la République En Marche a une très très large majorité, je précise que dans le précédent mandat, les socialistes devaient quand même s'ils étaient très nombreux, devaient quand même, parfois, de temps en temps, lâcher du lest à leurs alliés, écologistes ou PRG. Je dis ça parce que, du coup, mon rôle, si vous voulez, j'ai assez vite compris que je servais à rien. On n'est pas là entre nous, entre bisounours et naïfs de la politique. Qu'est-ce qui vous empêchait d'aller à l'encontre du vote majoritaire dans votre propre parti? Ah bah ça c'est quand même, tout le monde sait ici que c'est ce que j'ai fait. Quand vous l'avez pas fait, qu'est-ce qui vous a empêché de le faire? Non mais je veux dire, j'ai toujours voté selon mes convictions, première chose. La seule fois où je ne l'ai pas fait, c'était parce qu'il fallait empêcher les écologistes de voter contre leur propre programme. Bref, j'ai quand même la sensation d'avoir toujours respecté ce pourquoi j'avais été élue, c'est-à-dire une partie du programme de François Hollande. J'y peux rien si les socialistes ne respectaient pas leur propre programme, ça c'est leur problème. Hein. Mais en tout cas, le mien était de quand même suivre la base, c'est-à-dire ce pourquoi j'avais été élue. Donc, j'ai voté selon mes convictions, mais pour ceux qui ont suivi un tout petit peu le mandat précédent, c'était quand même des forts moments de solitude. Donc, vous vous posez quand même bien un moment la question de savoir à quoi vous servez, puisque les décisions sont prises en amont, et que de toute façon, même si c'est un vote à 3 heures du matin, que vous obtenez gain de cause, parce que pour le plus grand des hasards, vous obtenez la majorité parce que vous êtes 4 contre 3, eh bien on va refaire un vote. On va annuler votre vote. Donc, il y a bien quand même une réflexion à avoir, sans se voiler la face quand même, sur le rôle d'un député, le rôle des partis politiques qui ont fabriqué ces députés. C'était très souvent. Il se trouve qu'avant d'être universitaire, j'ai été 3 ans assistant parlementaire et je m'occupais d'un petit groupe de 6 parlementaires. Et c'est vrai que très souvent, il fallait les motiver pour qu'ils viennent à Paris, au-delà de la première année qui est une année de découverte. On s'émerveille de tout. Au bout d'une année, ils avaient compris de la même façon. On leur demandait juste de s'asseoir et de voter comme il fallait. Et que leur marge de manœuvre, leur capacité, faisait qu'ils se sont réfugiés très rapidement dans les mandats locaux qu'ils détenaient par la voie du cumul à l'époque. Ce qui n'est plus possible aujourd'hui. Mais ce qui explique, on voit bien d'ailleurs aujourd'hui, le nombre de députés de la République En Marche qui veulent aller aux élections municipales. D'une certaine manière, c'est aussi une façon de se révolter contre l'absurdité de ce système. Je voudrais revenir quand même sur 2-3 trucs. Premier écueil, dans lequel je voudrais quand même pas qu'on tombe, ce serait l'idée de cultiver la nostalgie, c'est-à-dire de présenter ce qu'il y avait avant ce nouveau monde avec 15 séries de guillemets, de le présenter comme quelque chose qui était bien et dont il faudrait attendre en quelque sorte qu'on renoue avec lui ou qu'il revienne tranquillement, etc. Je crois que d'une certaine manière, tout ce qu'on dénonce sur la situation actuelle, il est déjà en effet très présent dans l'ancien monde. Les candidats nommés de Paris, les parachutages, l'Assemblée Godillot, etc. Finalement, ce ne sont pas, et on revient sur la question de la discussion de la rupture ou pas, ou de la nouveauté, ce ne sont pas des choses très nouvelles, ce sont des choses... On pourrait juste à la limite suggérer que la situation actuelle, loin d'être un remède, c'est une exacerbation du pire de ce qu'on connaissait. On l'a finalement là de manière très concentrée, bon, ce qui repose évidemment la question de si ça ne marche pas, si ces mouvements ne marchent pas, si ces mouvements ne fonctionnent pas, ça veut dire qu'il faudra aller chercher d'autres solutions. Deuxième truc auquel je voudrais quand même qu'on soit attentif. Moi, je ne suis pas en désaccord sur la dénonciation de la question de la personnalisation, du culte du chef. Sauf que je constate assez bêtement, c'est qu'on pense que tous nos concitoyens seraient naturellement versés à partager notre méfiance à l'égard du césarisme, du bonapartisme, du grand chef, qui c'est vrai est souvent un grand chef et jamais une grande chef. Cela dit, il se trouve que ce sont quand même les partis les moins démocratiques qui aux dernières élections ont réuni le plus de suffrages. Ce sont les partis qui, dans leur fonctionnement interne, sont les plus personnalisés. Emmanuel Macron a construit un mouvement sur la base de ses initiales. La France insoumise, c'est Jean-Luc Mélenchon, et si Jean-Luc Mélenchon n'est plus là, ça ne marche pas. Et le Front National, c'est quand même un parti qui a hésité très longtemps à mettre le prénom de sa dirigeante dans ses slogans. Donc on a vraiment là des formes... Et oui, mais c'est quand même une majorité des suffrages. Donc il faut... Alors il y a une question, évidemment,
mais là on se mord la queue aussi d'une certaine manière, c'est la question de la Constitution. C'est-à-dire tout ça, toute cette personnalisation, ce qu'on appelle des écuries présidentielles, qui existaient déjà auparavant, mais qui concentrent aujourd'hui la quasi-intégralité de l'activité des mouvements. C'est ça, les mouvements sont construits pour faire advenir un chef qui sera susceptible de gagner l'élection. Cette constitution qui favorise l'exécutif, qui favorise la présidence, qui en fait le centre de tout, qui fait du gouvernement le rédacteur de la loi et puis le Parlement, etc. Toutes ces évolutions qui sont bien connues. Ben, si on veut rompre avec, elle suppose une 6e République, une rupture complète, quelle qu'elle soit. Le problème, et on l'a vu avec Mélenchon, là aussi on est dans une forme de paradoxe. Mélenchon dit constituante. Oui, mais la constituante, elle passe par son élection, c'est-à-dire qu'il y a finalement... on retombe toujours sur cette question. Alors, je cite ces réflexions parce qu'elles sont... mais elles ne sont pas résumables ni concentrables dans un propos aussi court que le nôtre, mais Jean-Claude Monod, par exemple, a commencé à poser les bases d'une réflexion sur ce qu'il appelle le charisme démocratique, qui n'a rien à voir avec l'idée qu'on se fait habituellement du charisme, etc. Mais je crois qu'il faut qu'on réfléchisse. Moi, je suis beaucoup plus dans la perplexité, dans l'hésitation, dans le questionnement sur ces questions-là. Mais ce que je constate, c'est qu'on ne peut pas se contenter de dire « il y en a marre des grands chefs, etc. » Parce que d'une certaine manière, il y en a marre de la Ve République, parce qu'on n'arrive pas, finalement, à trouver le point d'accroche de la transformation. Benoît Hamon, il a fait toute une campagne en disant « je veux pas être le chef charismatique, je suis pas un tribun, je suis pas là pour être le chef, je suis là pour qu'on joue collectif, résultat, il fait 6%. » Ça veut dire que les gens n'en veulent pas. Et donc, il faut aussi qu'on se pose des questions de savoir, la question essentielle de savoir comment on passe d'une récrimination et d'une revendication qui est extraordinairement minoritaire, en fait, dans ce pays, à la transformation progressive de cette présidentialisation et de cette personnalisation en un moment un mouvement qui serait plus démocratique. Donc c'est pour ça que plutôt que d'opposer le charisme et le collectif, la personne et le collectif, je pense qu'il faut qu'on essaye de se saisir collectivement de cette question du charisme démocratique, ce qui passe par ailleurs par aussi toute une réflexion sur ce que vous êtes en anticorps, c'est-à-dire sur la construction contre le pouvoir, sur la reconstruction, et je vais oser un gros mot, mais sur la reconstruction d'un véritable libéralisme dans ce pays. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays où les contrôleurs sont en permanence nommés par les contrôlés. On va passer à la 3e partie de cette table ronde sur les solutions, entre guillemets, à cette crise démocratique. Vous avez abordé la question de la 6e République. La 5e aurait trop d'inconvénients. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle solution, Nicolas Rousselier? Oui, je voudrais d'abord rappeler, alors là je fais un peu le prof d'histoire, mais ça concerne Isabelle Attard, c'est-à-dire que la liberté de vote individuelle du député a existé dans l'histoire. On a quand même, alors faut-il dire modèle, c'est pas sûr, mais on a une période de la vie politique assez longue où la dignité, l'honneur d'un député était de voter en conscience, parfois pour, parfois contre, en fonction des sujets qui étaient délibérés dans la Chambre des députés. Donc, je parle ici de la 3e République. Et pour une raison simple, c'est qu'en fait, il n'y avait pas de parti politique à ce moment-là. Il y avait, alors prenons un exemple que j'ai traité dans mon livre, la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. C'est un produit parlementaire, c'est-à-dire que pendant 2 ans, donc dans un timing quand même assez remarquable, pas trop long je veux dire, la commission parlementaire dont le rapporteur était Aristide Briand réussit à écrire, fabriquer la loi, à trouver une majorité d'idées, ce que j'appelle une diagonale parlementaire, avec des députés de droite, du centre-droit, centre-gauche et des socialistes. À ce moment-là, Briand est encore socialiste. Par, si vous voulez, alors bon, j'enjolive un petit peu, mais enfin, par, disons, la vertu de la délibération, de la discussion à fond, parce que là, dans la loi de séparation, vous trouvez non seulement les principes, mais le détail de ce qu'on appellerait aujourd'hui la politique publique. Donc, au lieu que la politique publique glisse entre les doigts, appartienne un peu à tout le monde, la puissance publique, la concertation, la négociation. Regardez par exemple la question des retraites actuelles, où on la remet à plus tard. On relance une politique publique qui a déjà eu lieu, donc on ne sait plus quel est le lieu même de la décision. Donc si on ne sait plus où est le lieu de la décision, on ne sait plus quel est le lieu où doit s'exprimer la volonté du peuple. Voilà. Alors est-ce que la volonté du peuple doit se disperser par des lanceurs d'alerte, un peu comme un jeu d'acupuncture, où le peuple dispersé peut intervenir
à tel moment de la politique publique, par exemple dans la phase de concertation, ou bien dans la phase où Anticor interviendrait à tel et tel autre moment. Ça, c'est un petit peu le modèle qu'on a actuellement. Mais sous la Troisième République, non pas malgré l'absence de parti, mais grâce à l'absence de parti et à l'absence de discipline, vous aviez par exemple un parti qui s'appelait les RADSOC, le Parti Radical Socialiste. Donc il existait un peu formellement comme parti, il faisait quand même semblant d'être un parti avec un congrès chaque année, mais il n'y avait pas de discipline de vote des radicaux. Le parti de Mendès France ou la 4ème République, d'ailleurs Mendès France en a subi la conséquence, il n'y a pas de discipline de vote. On sait tous qu'il y a un dégât collatéral à cet ancien modèle très démocratique, très parlementaire, très représentatif, mais très démocratique. Le dégât collatéral, c'est les crises ministérielles. Et je veux dire, en 39-40, quand cette Troisième République, que moi j'adore par ailleurs, mais si vous voulez, en 39-40, quand cette Troisième République dégomme les présidents du Conseil, quand on se paye 2 crises ministérielles pendant l'offensive allemande, évidemment, ce n'est pas le meilleur moyen d'éviter la défaite et d'éviter ensuite l'occupation avec tout ce qu'on sait ce que cela représente pour notre pays et pour une grande partie de notre population. Donc voilà, c'est pas un modèle, je veux dire, de toute façon, il n'y a jamais de modèle parfait, mais il faut se souvenir qu'il y a une modalité de la démocratie qui a existé, ultra-parlementaire, et qui était fondée sur la liberté et non pas la discipline. Alors moi, ce que je fais un peu mon coming out, je ne suis pas partisan de la 6e République, je ne suis pas amoureux de la 5e République, je veux... C'est en même temps, ça. Je ne suis pas du tout anti-macronien. Je suis pour des expérimentations qui modifient de l'intérieur, je sais bien que c'est une vieille lune, vous avez dû en entendre parler, le travail parlementaire, que le travail parlementaire reprenne ses droits, et pour reprendre ses droits, je pense qu'il faut faire une alliance entre travail parlementaire et une nouvelle forme de démocratie citoyenne sous la forme du jury citoyen. Autant je ne suis pas du tout partisan, je ne crois pas au référendum d'initiative ou au RIC, je ne suis pas du tout partisan d'un référendum sur ADP, par exemple, contrairement à votre association, autant je pense que le travail politique, parce que, si vous voulez, le travail politique, il est intéressant, non pas parce qu'on donne la possibilité aux gens de dire oui ou non, blanc ou noir, mais parce qu'on donne la possibilité aux gens de travailler sur le détail, de fabriquer la décision. Et ça, c'est vraiment la quadrature du cercle. Et fabriquer la décision, si on laisse la technostructure mettre en scène des politiques publiques, c'est pas comme ça qu'on y arrivera. Peut-être qu'Anticor, à tel et tel moment, Anticor aura tel et tel succès. Bon, Richard Ferrand, pof, succès. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, résumé, on le sent, mais pourquoi pas? Mais la fabrication de la loi vous échappe. Et donc, je pense qu'il faut faire retour au Parlement, mais, si vous voulez, en quelque sorte, subvertir le Parlement, le rebooter par cette alliance avec une démocratie participative. Ça veut dire des élus beaucoup mieux formés qu'aujourd'hui? Oui, mais moi, j'ai jamais été un partisan, j'ai jamais trop compris la chasse au cumul, parce que un certain type de cumul permet une formation politique, une connaissance des dossiers et une connaissance du terrain. Donc le législateur en apesanteur, qui n'a pas de mandat local, ça me laisse sceptique. Mais en même temps, je comprends très bien qu'on a plein d'exemples d'élus, de députés, qui, en raison de leurs mandats locaux, parce que les mandats locaux apportaient beaucoup plus de ressources, y compris de ressources symboliques, parce que quand on est dans sa ville ou dans son village, le roi, le prince, bon, beaucoup plus qu'à l'Assemblée nationale chez les maudits parisiens. Donc, je veux dire... Mais du point de vue de la qualité de la formation, parce que Max Weber était très soucieux de ça, en disant la démocratie doit être capable de fabriquer une élite. Il ne faut pas avoir peur du mot élite. Parce que l'élite, elle doit combattre face à un exécutif super puissant. Si on n'a pas une élite parlementaire digne de ce nom, elle se laisse évidemment totalement dominer par les cabinets ministériels. C'est Clarisse Dessina. Isabelle Attard, sur cette dernière partie liée aux solutions, est-ce que votre ouvrage « Comment je suis devenu anarchiste » répond à ma question, c'est-à-dire on fait un bon désordre pendant quelques temps, Frappe a dit on fout la merde pour arriver à la 7e République, un bon désordre, ça va régler les choses?
Ouais, mais je savais que vous alliez me titiller là-dessus, donc de toute façon c'était téléguidé hein, comme blague. La définition de l'anarchie, c'est l'ordre sans le pouvoir. J'y tiens profondément. C'est, à mon sens, l'organisation suprême, c'est-à-dire vous avez une société qui fonctionne parfaitement, sans qu'un groupe ou qu'une élite, je vais le dire comme ça, ne domine une autre, sans que des hommes dominent des femmes, sans que certains qui ont le pouvoir et qui le gardent dominent ceux qui ne l'ont jamais, ou que nous dominions la nature, ou que nous dominions des animaux, etc. etc. Donc déjà, je pense qu'on aura tous à cœur, quand vous sortirez de cette pièce, d'aller regarder la définition réelle du mot anarchie, et qui changera très probablement des slogans affichés par la maire de Paris récemment, comme quoi la trottinette c'est l'anarchie, ou Nicolas Hulot qui déclare que l'écologie ce n'est pas l'anarchie. Je crois que justement il se trompe car c'est le contraire. Maintenant, ma vision et mon expérience du travail parlementaire, alors je suis ravie de savoir que j'étais en apesanteur, parce que je me sens plus légère, parce que moi j'ai pas de mandat local, et j'en voulais pas, oui, mais donc j'étais un peu une anomalie, enfin on va dire ça comme ça, peut-être. Dans la 5e République, j'étais probablement une anomalie, puisque j'étais et je reste profondément attachée au non-cumul des mandats, car effectivement, comme le dessin de Frappe tout à l'heure dans l'entrée, quand vous ne savez pas à qui vous vous adressez, c'est-à-dire au député, au conseiller général, au président du département ou au responsable des sapeurs-pompiers, il est très difficile d'intervenir et ces conflits d'intérêts permanents me gênent profondément. Je ne pense pas qu'on puisse travailler de façon sereine. Donc j'étais effectivement sans mandat local. Par contre, je pense qu'on pouvait être... J'attends que le dessin passe. Non mais il faut à chaque fois qu'il nous fasse des seins. Wow. C'est chaud chez Anticorps. Alors, en fait, c'est très bien que vous ayez parlé du jury citoyen, puisque j'étais invitée par Anticorps à Nancy en 2014 pour parler du jury citoyen que j'avais tiré au sort. 9 personnes chaque année qui, seules, décidaient de l'attribution de la réserve parlementaire quand elle existait encore. Et puisqu'elle n'existait pas d'un point de vue législatif, je le rappelle, elle n'existe pas sur le papier, je ne pouvais pas faire de proposition de loi pour la faire supprimer. Et de toute façon, j'aurais été bien minoritaire encore une fois, car ça arrangeait tout le monde de pouvoir distribuer de l'argent. Nous étions le seul pays au monde où des parlementaires distribuent de l'argent. Le seul au monde. Vous imaginez n'importe quel pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud qu'on peut critiquer ou qu'on se sent finalement légitime de critiquer en pouffant quelle horreur ces pays du Sud, avaient plus d'éthique, en tout cas dans le respect de l'argent public et de son utilisation, que nous en France. Donc, un jury citoyen, 2 personnes tirées au sort, qui n'ont jamais exercé finalement peut-être de mandat, mais qui ont une expérience, comme on en a tous, parce qu'on a été dans une association, parce qu'on est concerné par des sujets. On est tous légitimes, et j'en reviendrai sur ce que vous disiez après. On est donc légitimes pour ensemble, dans un cadre très précis. Et ce n'est pas qu'un jury citoyen pour la réserve parlementaire. Je pense à Jacques Testard et avec ses conventions de citoyens pour les questions d'éthique, sur les sujets de biologie, etc. Et c'est extrêmement fondamental ce qu'il peut expliquer également dans cet aspect participation citoyenne. Aide à la prise de décision, probablement, mais pas que aide. C'est-à-dire qu'avec la réserve parlementaire, ces 9 personnes tirées au sort décidaient de quel projet allait recevoir de l'argent de la réserve parlementaire et allaient jusqu'à justifier leur décision. C'est-à-dire que je transmettais à l'élu ou à l'association que oui, ils allaient recevoir 10 000 euros ou que non, ils n'allaient pas recevoir 10 000 euros, mais il fallait expliquer pourquoi. C'est pas juste, tiens, je décide et puis c'est tout. Non, il y avait un vrai travail de décision politique à l'échelon local. Et j'y tiens parce que je pense que je n'ai eu que des retours positifs de cette expérience. Je pense que, oui, les gens aujourd'hui, certainement, continuent de voter pour des leaders charismatiques. Oui. J'ai fait le même constat. J'en suis déçue, navrée, on peut dire ce qu'on veut. Je me dis à chaque fois que les gens sont des adultes responsables et qu'ils vont se dire qu'eux aussi peuvent décider, mais voilà, c'est comme ça. Le leader charismatique existe encore et c'est pour eux qu'on vote. En Espagne, en 1936, quand il y a eu cette révolution espagnole et non une guerre civile,
et que la CNT, le parti anarchiste, a pris le pouvoir et que pendant une période d'1 an, on a pu se passer de gouvernement et d'État. Et la société espagnole, en tout cas en Catalogne ou en Aragon, n'a jamais aussi bien fonctionné en termes de répartition des richesses et de répartition du pouvoir, et où tout le monde pouvait enfin avoir à manger. Cette révolution espagnole, elle ne s'est pas faite en 1 an, 5 ans, 10 ans. Elle s'est faite par 50 ans d'éducation populaire politique. Je pense qu'aujourd'hui, quand on parle de crise démocratique, et j'arrêterai là, on part de très très loin en termes de confiance en soi dans la prise de décision, de comment on s'organise localement, en assemblée locale. Pas forcément pour prendre les municipales, prendre une ville, mais simplement comment on s'associe autour d'un sujet précis et qu'une décision émerge, comment on fait pour finalement forcer, comme une association pourrait le faire, comme Anticorps peut le faire, comme une association contre un médicament, etc., peut le faire. Tout ça, ça ne va pas émerger tout de suite parce que je pense que cette éducation populaire politique, elle est à entreprendre les débats. Où est-ce qu'on peut parler politique aujourd'hui? Tous ces lieux se ferment. Je veux dire, il n'y a presque plus d'espace au point où on prend les ronds-points, au point où on prend peut-être des salles, des occasions, toutes les occasions possibles pour parler politique, mais il n'empêche que l'affichage de débats, l'affichage d'une projection d'un film qui parlerait de politique, c'est presque « Ah, Achtung, danger, c'est terrible, on va parler politique, mais il ne faut pas, on dérange ». Pour moi, il y a énormément de lieux de débat à recréer, et ça peut être n'importe où, mais simplement il faut pouvoir le faire, il faut s'autoriser à le faire. Et je ne crois plus passer le micro, oui, mes 2 ans de réflexion, de déconstruction politique, telle que je les nomme, pour une reconstruction anarchiste, c'est certainement parce que je ne crois plus dans la forme politique qui existe aujourd'hui. Et je regarde ailleurs, je regarde à la fois dans le passé, je regarde dans d'autres régions du monde, je regarde au Rojava ou au Chiapas, où finalement les citoyens réorganisent la vie en société, prennent des décisions ensemble, sans qu'il y ait forcément de partis, etc., etc. Il faut aller regarder ailleurs d'autres modèles. Je sais que c'est difficile, pour la simple et bonne raison que nous avons eu, et je me mets dans le groupe, nous vivons en France avec une histoire que nous apprenons à l'école, à l'université. On nous montre un modèle, 200 ans de discussion politique, de succession de républiques jusqu'à la 5e, etc. Et probablement qu'on a du mal à imaginer qu'on puisse fonctionner sur un autre modèle. Ici, le changement fait peur. Moi, je propose, alors c'est qu'un humble témoignage d'une reconstruction politique vers autre chose que je propose dans mon livre, mais en tout cas, j'essaye de voir comment le plus grand nombre peut reprendre la main sur des sujets importants de notre vie quotidienne, de notre vie à tous. Goulven Boudik, sur cette... C'est la 3e partie, on va former avec vous les solutions face à cette crise démocratique. Quand on en a discuté ensemble il y a quelques jours, tu me disais, j'en vois pas. C'est pas exactement, j'en vois pas, c'est au regard de la question qui était posée sur la question des partis. Je suis pas très optimiste sur le rétablissement des anciens partis ou leur rénovation, et pas plus que je ne suis optimiste sur l'idée qu'on sortirait, parce que moi maintenant c'est quelque chose d'assez acquis, de regroupement temporaire autour d'une personnalité en vue de l'élection. Enfin, pour le moment, je ne crois pas de... Au-delà de ce qu'on apprend, c'est-à-dire des contenus qui sont enseignés à l'école, il y a aussi la façon dont on l'apprend qui joue. C'est la question du rapport à l'autorité, le fait qu'on reproduise dans notre vie de citoyen le rapport entre le maître et l'élève, quoi. Et bon, il faut qu'on réfléchisse à ça aussi. Tous les classements PISA nous mettent dans des très mauvaises postures, parce qu'on a du mal aussi sur les questions pédagogiques et sur le rapport entre celui qui sait, celui qui ne sait pas, celui qui doit apprendre. Bon. Moi, juste 2 choses. Il y a une solution qui n'en est pas une, c'est évidemment, c'est-à-dire ce choix fait par le pouvoir actuel d'entretenir au détriment des partis, au détriment de tous les corps intermédiaires, une sorte de face-à-face, et de mettre ça en scène. On est dans le pire de la culture jacobine, là, justement. Hein. Le face-à-face direct entre le président et les électeurs. Vous avez le coup pendant Greta, c'est en train de renaître à l'occasion de ce qui n'est pas un débat, en fait, mais de la leçon
que le président va donner sur les retraites. Bon, ça, c'est pas les solutions. Et je pense que, précisément, on est là dans le pire des illusions sur des formes de charisme qui ne sont plus des formes de charisme démocratique et qui, à mon avis, par ailleurs, se casseront la gueule. Elles se cassent la gueule. Elles sont de plus en plus impopulaires, elles ne marcheront pas, elles ne suffiront pas, me semble-t-il, à orienter le pouvoir vers la décision, sauf à ce que ce pouvoir fasse ce qu'il fait malgré tout aussi en ce moment, c'est-à-dire durcir un certain nombre, enfin la répression à l'égard d'un certain nombre d'expressions de la protestation sociale. Là, il y a un vrai risque. Moi, je dois avouer qu'il y a 10 ans, on me disait faut pas utiliser le terme de fascisme, il faut faire attention avec l'expression d'état policier, faut pas dénoncer l'autoritarisme. J'en suis arrivé à me demander si depuis les lois sur l'état d'urgence, depuis leur application étendue à tout un ensemble de mouvements sociaux, etc., si on a vraiment conscience de ça, je ne sais pas si on a, nous, à jouer un rôle de lanceur d'alerte, ou si on... Moi, je cours le risque aujourd'hui de voir ce reproche, non, ça va trop loin, tu vas trop loin, tu es trop radical, etc. Moi, je préfère dire aux gens, je ne suis pas sûr que dans toutes les situations de sortie de la démocratie, d'entrée dans un régime autoritaire, il y a eu un jour précis où on s'est dit, tiens, là, on a basculé. Et je crois qu'il faut faire très, très attention à ça, parce que ça va ensemble. J'ai pas de solution, sinon que, comme j'ai essayé de le suggérer tout à l'heure, je suis très sceptique à l'égard des solutions magiques. 6e République, référendum, où en gros on sortirait de la crise démocratique, enfin, même si vous avez compris les réticences que j'ai utilisé ce terme, mais qu'on réconcilierait les citoyens avec la politique. Oui, mais je vais être déconcentré, je vais plus la solution, je la garderai après. Je ne suis pas pour les solutions uniques et je me méfie des slogans. Moi, je pense en plus que la démocratie, c'est quelque chose qui est absolument interminable, jamais complètement réalisé, toujours à remettre sur le chantier. Je pense que nous n'avons pas à rester dans l'intimidation de la représentation. Oui, il y a d'autres formes à trouver que la seule représentation dans ces deux chambres que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. Il faut enrichir tout ça. Et j'ai envie de dire, il faut le faire par tous les moyens disponibles. Le référendum peut en être un, mais il n'est pas le seul. Le tirage au sort peut en être un, mais il n'est pas le seul. Le rééquilibrage des pouvoirs en est un, mais il n'est pas le seul. Enfin, il y a plein de... Et moi, je crois que c'est ça. Il faut qu'on imagine. Il faut qu'on renoue avec une part d'imagination. C'est ce que dit Yves Saint-Omer dans un petit livre sur le tirage au sort. Il dit, mais c'est quand même dingue, ça fait 2 siècles que la démocratie s'est rétablie au-delà de son expérience athénienne. Et l'imagination démocratique s'est bloquée d'une certaine manière avec le retour à une forme représentative du gouvernement. Mais on a même oublié qu'Athènes, c'était pas l'élection, c'était le tirage au sort. Pourtant, c'était aussi une forme de démocratie. Donc il faut qu'on ouvre tous ces horizons. Et oui, l'éducation populaire, la citoyenneté, tout ça, il faut le faire. Mais il faut le faire. Il ne faut pas penser que parce qu'on aura réglé un truc, tout va être magique. Toutes ces questions sont à reprendre, elles sont à débattre, parce qu'on peut aussi ne pas être d'accord sur tout. La question des modes de scrutin, la question du rôle des corps intermédiaires, la question de leur financement, la question du financement des partis, avec la question d'une banque citoyenne éventuelle, etc. Tout ça, ça doit être mis sur la table. Mais ça doit être mis sur la table. Alors peut-être qu'à la fin, tout ça, ça s'appellera une 6e République. Encore faut-il qu'il y ait des personnes pour le mettre sur la table, tout ça. Il y a du monde, il y a une richesse citoyenne dans ce pays. Moi, c'est un de mes points de désaccord. Les lieux où on discute de politique, il y en a plein, tout le temps. Moi, le nombre d'invitations que j'ai à droite, à gauche, pour des cafés citoyens, pour des groupes qui se montent, encore plus évidemment dans le cadre des élections municipales où on reçoit des sollicitations d'un tel et d'un tel. Enfin, il y a une richesse. Après, le problème, c'est que cette richesse, elle n'accède pas à la représentation. Mais c'est la question, est-ce qu'on est dans un moment de rupture, dans un moment de décalage qui va... Moi je crois, c'est la question du jacobinisme. Notre collègue éminent, que Nicolas Rosselet connaît très bien, qui s'appelle Pierre Rosanvallon, qui a écrit un bouquin formidable, l'un de ses meilleurs à mon avis, sur le jacobinisme. Et il montre qu'en fait, le jacobinisme, on s'en plaint tous les jours, mais il dit en gros, le jacobinisme c'est un discours qui a des effets, mais en fait le jacobinisme est aussi un gigantesque échec, parce que à partir de 1789, après avoir supprimé tous les corps intermédiaires, et tout en se proclamant comme un discours permanent, le jacobinisme n'a cessé de s'amender, il n'a cessé de constater ses limites, et il n'a cessé de refaire du corps intermédiaire des chambres de commerce aux organisations syndicales, la liberté de la presse. Tout ça, c'est une façon d'alimenter le débat démocratique. C'est tout simplement
voilà, il faut arrêter aussi de surestimer. Et puis, moi, je trouve que cette société, elle est sacrément riche, quoi. Y compris en débat politique, et y compris sur des sujets que la politique autrefois n'abordait pas, la question des médicaments, la question de l'alimentation, etc. Tous ces thèmes qui émergent, ça participe aussi de la richesse de notre débat démocratique, ce qui fait que je suis moins pessimiste en fait que je ne devais l'être. Nicolas Rousselier, et ensuite la salle. Juste pour dire, j'ai bien aimé ce qu'a dit Goulven Mouldik en parlant de magie. Moi, je suis sur la même longueur d'onde sur ce sujet-là. Il ne faut pas être dans la magie d'une nouvelle constitution. C'est-à-dire, il ne faut pas être dans la magie d'un texte constitutionnel. Un texte constitutionnel n'a jamais réglé quoi que ce soit. Ce sont les pratiques qui sont beaucoup plus importantes que la lettre du texte. Et donc, ne pas, si vous voulez, succomber à ce sortilège de un texte, finalement c'est qu'un monstre de papier, nous apportera une démocratie bénie des dieux qui tombera depuis les mains généreuses d'un Mélenchon ou de je ne sais qui. Merci à vous trois, et comme la démocratie participative inclut évidemment un échange avec tous et chacun, on va passer à la deuxième partie. Si vous avez des questions, des interventions, n'hésitez pas, je laisse la parole à vous. Et Frappe, ici présent. Merci infiniment de l'attention avec laquelle vous avez suivi toute cette journée. Je rappelle que nous avons notre rendez-vous au cinéma à 20h30 au cinématographe. Je voudrais m'adresser aux référents d'anticorps, puisque demain matin, nous avons une matinée de formation pour les référents d'anticorps qui pensent être là.